mesdames, messieurs, est très verdoyant ce matin. Ça a apporté un souffle de fraîcheur justement dans cet espace. Donc je suis ravie justement de vous recevoir dans le studio de Canal Algérie ce matin pour Brise d'été. Brise d'été qui va vous parler des plantes qui agrémentent justement, qui embellissent nos intérieurs et nos extérieurs de manière générale. Et nous avons le plaisir de recevoir un ingénieur justement en environnement qui est connaisseur en la matière. Il s'agit de Yassine Boubouzane. Merci d'être avec nous ce matin, Yassine. Merci, bonjour madame. Voilà, Merci. je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas que vous travaillez dans un cadre idyllique. Vous êtes au jardin du Hamma et vous veillez au grain pour l'entretien justement des plantes. Oui, exactement. Je suis un ingénieur en environnement et je suis chargé d'entretien de tout ce qui est vert au jardin d'essai, le jardin de l'Hamma. Très bien. Faut-il vraiment avoir la main verte pour avoir des plantes vertes? Certaines plantes, oui. Mais par contre, il y a certaines plantes, ça ne nécessite pas d'avoir une main verte. Une grande connaissance. Exactement. Voilà. Donc, je peux vous citer, par exemple, le pothos. C'est une plante qu'on peut avoir dans toutes les maisons. Oui. Et sans avoir une main verte. Oui, voilà. C'est vrai, ce sont des plantes qui ont l'air de bien se porter, mais sorties du jardin d'essai, si elles sont dans des intérieurs, vont-elles avoir le même sort? Oui, bien sûr. Donc, c'est quand on met une plante à la maison, soit au balcon, soit. Oui. Donc, il faut juste choisir l'entretien. Donc, il faut juste. Il faut choisir la plante qu'il faut par rapport à l'endroit. Très bien. Donc, vous conseillez en matière, vous conseillez en général les personnes qui désirent acquérir des plantes sur celles qui pourraient s'adapter au mieux avec leur environnement direct. C'est-à-dire parfois on est dans un milieu humide, parfois on est dans un milieu sec. Donc, c'est ainsi que vous conseillez les gens? Oui, bien sûr. Donc, chaque plante a des conditions spécifiques. Donc, on peut choisir des plantes qui peuvent s'adapter à tous les environnements. Je vous cite un exemple de Saint-Sévérien. C'est une plante qui s'adapte à tous les environnements. Elle n'a pas besoin beaucoup d'entretien, elle n'a pas besoin beaucoup d'arrosage. En plus, elle va donner une certaine ambiance. J'imagine. Tout de suite, ça a changé. Les plantes que vous avez amenées avec vous ont tout de suite modifié l'apparence de notre plateau. Et puis, bien sûr, ce sont vraiment des agréments. Ils agrémentent de fort belle manière les intérieurs en matière de décoration, etc. et d'embellissement des espaces. Alors, vous êtes là aussi pour nous parler de cette saison estivale. La saison estivale, depuis quelque temps, est des plus chaudes. Oui. C'est-à-dire qu'on a assisté à des périodes caniculaires cette année, par exemple. Et les plantes en pâtissent quand il fait très chaud, non? Oui, exactement. Il faut se veiller sur l'arrosage surtout. Il faut bien arroser les plantes. Ou les plantes qui ne supportent pas beaucoup de soleil, bzaf exposées. Je vous cite un exemple où là, on a un balcon exposé au soleil. Il faut mettre des plantes qui peuvent résister au soleil. Par exemple, je vous cite un bougainvillier. C'est une plante qui a des fleurs chabines, soit mauves, soit blanches, etc. Mais il fallait l'arroser parfois. D'accord. Oui. Et les plantes d'intérieur, il faut les laisser à l'intérieur sans les exposer au soleil. Voilà. Et donc, ce sont des plantes qui vivent essentiellement dans les jardins, celles qui sont sur les balcons et sur les espaces jardins. Oui, bien sûr. Même là, par exemple, une terrasse bien exposée au soleil, il faut choisir des plantes qui peuvent يعيشوا هذاك الشمس. Par exemple, des plantes exotiques. Donc, واحد يقدر يروح en congé ويخلي les plantes تاعو ويلقاهم كي يعاود يولي يلقاهم ما يموتولوش. D'accord. Oui. Donc, malgré la chaleur, Oui, parce que c'est des plantes qui s'adaptent vraiment au soleil. Voilà, il faut choisir. لازم تعرف برك كيفاش تخير les plantes. Donc il y a par exemple la fucoïde, c'est une plante qui donne un tapis magique de fleurs avec couleurs, etc. Tu peux le mettre soit fin balcon ou là une terrasse sans l'arroser. D'accord. Voilà. Elle va résister. Elle va résister. Jusqu'à quelle limite? Oui, donc non, il y a certaines plantes qui تقدر تقعد un bon moment يعني. Oui, كيما هاد la plante عندها une forme morphologique تاعها elle retenue de l'eau. Voilà, عندها une tige اللي تقدر تشد الماء بزاف. Voilà. Celle qu'on voit juste en face de moi là. Non, c'est هذه اللي منها. Ah oui, le petit arbre là qui est à ma droite. Qui s'appelle Nolina. Voilà. Nolina. Le Nolina donc est très résistant, donc il peut vivre à l'extérieur normalement. Exactement. C'est une plante exotique. Très bien. Voilà. D'ailleurs, ce sont des plantes, je pense qu'il ne faut pas arroser quotidiennement. Il faut arroser périodiquement, donc je ne sais pas à quelle fréquence.
Une fois par semaine, même une fois par 15 jours, elle va se retirer. Elle va résister. Oui, elle va résister. En revanche, si on l'arrose souvent, qu'est-ce que ça provoque chez elle? Bon, كي تكون هكذا في البو, il n'y a pas de souci. Donc les racines تاعها ما راحش يكبروا بزاف, elle va résister aussi. Donc elle s'adapte facilement à tous les environnements. Voilà. On dit parfois que les plantes sont en dormance en été, c'est vrai? Généralement, c'est en hiver. Donc, En hiver, il y a d'eau. ouais. D'accord. C'est par rapport il y a surtout les arbres. Oui. Il y a des arbres caducs et des arbres persistants. Un arbre caduc, اللي يطيح الورق تاعو pour c'est une pause, voilà. C'est une pause C'est et une puis pause. يعاود. Très bien, jusqu'à l'arrivée du printemps où il y a la Exactement. floraison, où il y a Voilà. l'épanouissement de la plante. effectivement. Exactement. يعاود. C'est un D'accord. cycle biologique يعاود يطلع pour. Très bien. Si on s'absente, qu'est-ce qu'on fait de nos plantes et quelles sont les astuces justement pour les plantes d'intérieur? Comment faire pour qu'elles résistent un petit peu jusqu'à notre retour éventuellement? Donc الحاجة الأولى, il faut choisir la plante qu'il faut. باش تحطيها في الدار. Donc il y a des plantes d'intérieur et il y a des plantes d'extérieur. Une plante d'intérieur, c'est une plante qui تكون شوية fragile par rapport à une plante اللي نحطوها برا. Donc لازم تعرف برك تخير la plante اللي تحطها سواء في الصالون تاعك ولا في la cuisine ولا l'essentiel. C'est faire un bon choix. Voilà. D'accord. Réfléchir à la luminosité par rapport à ces plantes peut-être Oui. aussi par Oui, rapport à leur emplacement? Oui, par rapport à l'emplacement تاعها لازم oui, شوية la lumière, l'humidité تاني, لازم تعرف ce qu'il faut. Donc il faut choisir toujours des plantes اللي ما يسحقوش بزاف l'entretien. Ils sont résistants. Toujours les plantes اللي ما يسحقوش بزاف l'entretien, ils sont résistants par rapport à l'auخرين. D'accord, donc nul besoin de faire un bouturage ou de les entretenir de façon un peu plus approfondie. Donc on les laisse vivre leur vie. Exactement. On vit la nôtre. نحاول برك اللي فايفاني هكذا Oui. باش يعطينا toujours un aspect visuel شباب. D'accord. Avec la verdure et. D'accord. Voilà. Donc quand on enlève les branches ou les feuilles déjà abîmées, donc c'est pas dans un souci d'entretien, c'est juste de l'esthétique. Oui, en même temps باش نخلوا les autres feuilles يعاودوا يخرجوا pour respirent. donner exactement pour Ah, donner. D'accord. Et celles qui ont été exposées, qui ont été brûlées, pensez-vous qu'on puisse les ressusciter un petit peu? Oui, bien sûr, نقدروا نديروا une petite taille, نعاودوا الطاي, Donc on نعاودوا taille. Oui, exactement, puisque راهي خلاص elle est fanée, peut-être elle va repousser une autre fois. Donc تقدر تكون une régénération avec un arrosage تعاود تخلف. Selon ولا ما راحوش كاع les racines تاعها ولا ما ماتتش complètement. Sinon on peut planter une autre. Ou à défaut, voilà, la ramener vers l'expert qui Oui, va bien sûr, l'examiner, oui. non? Oui, exactement. Est-ce qu'il vous arrive de recevoir comme ça des personnes qui ont envie de voir revivre leurs plantes un petit peu abîmées? Oui, souvent. Il vous arrive de corriger le tir? Oui, souvent une jeunesse. Il y a parfois des plantes qui nécessitent une petite taille, un entretien خفيف pour les plantes تاعهم يعاودوا ينوضوا يعاودوا voilà. Excellent. Oui. Excellent. Donc voilà, c'est-à-dire que nous, on avait envie d'avoir quelques petits conseils pratiques par rapport au choix. Est-ce que y a-t-il des types d'arbres qui peuvent par exemple vivre en intérieur et qu'on pourrait justement avoir chez soi? Oui, bien sûr. Par exemple, l'arbre, c'est un arbre اللي جبته معايا, c'est de l'arocaria. On peut le mettre à l'intérieur et on peut le mettre à l'extérieur Il aussi. vit dans les deux environnements. Oui, les Très deux bien. environnements. Donc, تقدروا نجيبوا des arbres et des plantes à fleurs تاني. Selon le besoin تاعنا, selon l'espace اللي عندنا تاني. D'accord. Voilà. Donc une plante لازم نشوفوا كيفاش تكبر ليفوليسيون تاعها كيفاش مع الوقت. اسكو نجيبوا ان بو كبير بو صغير. Donc il faut juste سي دي تكنيك صغار يعني ماشي حاجه صعيبه اللي. Ouais, parlez pour vous, hein, parce que moi, Ouais. à chaque fois, mes plantes ne tiennent pas le coup. Je ne sais pas. Bon, j'ai compris depuis le temps que je n'ai pas la main verte, mais c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. Faut-il vraiment avoir la main verte pour entretenir ces plantes ou est-ce que vraiment c'est à la portée de tout le monde? Non, il faut choisir des plantes faciles à cultiver. Des plantes dont pas besoin en main verte. Donc des plantes سهلين باش تقدر تخدم pour un jardinier débutant يقدر يخدمهم يعني facilement. Voilà. Et pour ceux qui ont un petit potage, un jardin potager? Et aussi c'est la même chose. La plante عندها ses besoins يعني soit de un petit binage, un arrosage, عفايس خفاف يعني. C'est bien déjà de toucher le sol parfois pour aérer la plante, aérer les racines. D'accord. Aussi, oui. Très bien. Il faut aussi peut-être brumiser
Oui. L'été, est-ce qu'il faut brumiser davantage? Oui, est-ce qu'il faut essuyer toutes ces plantes, leur enlever Oui, c'est encore mieux. Chaque fois نديروا des tâches d'entretien خير. Chaque fois la plante هذه تلقى روحها mieux يعني. D'accord. Donc l'entretien est recommandé en tout cas. Exactement. C'est des trucs quotidiens parfois. Et parfois il y a des plantes اللي نقدروا نخلوهم وقت باش Voilà. Elles ont un timing pour l'arrosage, justement, pour ces étapes d'entretien, ces plantes. Mais en été, il faut peut-être redoubler de vigilance, vous ne le croyez pas? Faut-il arroser plus, moins? Comment ça se passe? En été, il faut l'arroser plus, bien sûr, et de préférence le matin. D'accord. Ouais, le matin, la plante est bien reposée, la température في الليل تكون هبطت شوية, donc ما يصيرلهاش un choc. Ah, bah, ça explique un peu pourquoi mes plantes sont en train de mourir. Je suis en train de les arroser le soir, figurez-vous. Imagine. J'ai tout fou. D'accord. Imagine une plante exposée toute la journée à une température très élevée, à un soleil vraiment qui brûle. Donc il ne fallait pas l'arroser juste après. Je comprends maintenant mes petites erreurs. Et j'espère que voilà, vos conseils ont aussi servi et aidé les personnes qui nous suivent ce matin. Je rappelle que vous êtes ingénieur en environnement, Monsieur Yassine Boubouzane, et donc vous êtes aussi chargé de l'entretien des plantes vertes au jardin d'essai d'El Hamma. On a été ravis de vous recevoir ce matin et merci pour toute cette verdure que vous avez amenée avec vous. Merci à vous, madame. Comme ça pour l'invitation. Ben, merci infiniment. En tout cas, voilà qui est dit par rapport aux personnes qui souhaitent voyager, qui espèrent justement voyager sans vraiment avoir de remords quant à l'entretien de leurs plantes. Ce n'est pas tellement difficile, il faut juste voilà, réfléchir à quelques choix utiles pour vos intérieurs. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui sont avec nous et qui souhaitent encore en savoir plus par rapport aux animaux de compagnie cette fois-ci. Oui, ces amis de tous les jours aussi ont besoin qu'on prenne soin d'eux en cette période estivale, surtout si on prévoit un voyage. On va d'abord justement inviter le professeur Triki, donc, qui est spécialisé en médecine vétérinaire et en parasitologie animalière. Donc il va venir aussi pour prodiguer ses conseils quant à ses petits amours, les chiens et les chats, qui vivent avec nous au quotidien. Ce sera après ce reportage qui nous parle du dressage justement des chiens et il est signé Myriam Oussaïd. Avoir un compagnon à quatre pattes est une responsabilité permanente. Chien de garde ou chien de compagnie, le dressage est une étape indispensable pour installer une harmonie entre le maître et son chien. Un éducateur canin, il donne de bonnes éducations pour le chien et une bonne formation pour le propriétaire, parce que le chien, on l'éduque et le propriétaire, on le forme. Ça, la majorité, c'est qu'on forme premièrement les chiens qui ne se bagarrent pas entre eux, les chiens qui gardent l'enceinte de son propriétaire, parce que souvent ils viennent pour apprendre aux chiens à garder. Moi, je suis contre. نقول له علم له ياخذ الراي ومن بعد دير لا كارد هكذا تقدر تجيريه. Parce que si on fait uniquement l'attaque, le jour au lendemain, on ne pourra pas gérer un chien. C'est vrai, يهرب يجري مور الدراري يقول لك يا با دو موفي شيان كو دو موفي ماتر. كانيش تعلميه ياخذ الراي يعاس تديه معاك البحر. Plusieurs séances sont nécessaires pour apprendre au chien l'obéissance et au propriétaire la maîtrise de son animal. Dans le domaine de la cynophilie c'est quoi? C'est محبي الكلاب باللغة العربية. Et le chien, un ami, un membre de la famille, à 2 mois,
on commence à éduquer un chien sur une table, on lui fait assis, le jeu, couché, on lui apprend le nom terre, à chaque fois on lui donne la nourriture. Je lui donne la gamelle. Redoua kif kif, et on lui يسمع black يعرف اسمه comme les porcs. Allez, essayez de vous arrêter, allez-y. Créer des liens de confiance entre le maître et son chien passe par plusieurs étapes, la fermeté et la rigueur, mais se finit toujours par une récompense et une caresse affectueuse. Pour que ce soit plus simple pour la vie quotidienne et tout, par exemple pour traverser la route, pour qu'il soit avec moi à la maison, surtout pour les besoins, tout ça. Bon, je vais pas mentir, c'était plus simple parce que maintenant il y a beaucoup de trucs à faire, à des tâches. Par exemple, lui brosser tous les jours, le faire sortir et tout. Du coup, quand même, c'est un peu encombrant, mais quand on est à la maison, bah, quand même, ça donne un peu de joie, voilà. Et c'est une boule d'amour après, tout, il caresse, il est très fidèle. C'est un bon ami. Malgré les croisements et la multitude de races de chiens qui existent aujourd'hui, la fidélité des chiens est une qualité qui reste propre au genre canin. Rien de plus fidèle qu'un chien, en effet, et il mérite justement toute notre attention, tout notre amour et notre reconnaissance pour cette fidélité. Aujourd'hui, nous allons parler de nos amours, les chiens, les chats, et oui, ces animaux de compagnie qui agrémentent un peu nos vies, qui épicent nos vies au quotidien. Nous en parlerons ce matin avec la présence parmi nous justement du professeur Rachid Triki Yamani, donc, qui est spécialisé en médecine vétérinaire et en parasitologie animalière. Et il nous fait l'amitié justement de nous conseiller ce matin en matière d'animaux. Bonjour. Bonjour madame. Ravi de vous retrouver. Merci de l'invitation, c'est avec un très grand plaisir voilà, de partager. Oui, avant de parler justement de conseils, etc., moi j'ai envie d'ouvrir une parenthèse et de parler de toutes ces personnes qui, pendant les périodes de vacances, abandonnent leurs animaux. Oui, c'est véritablement le grand drame. Il n'est pas spécifique à l'Algérie, il est même généralisé sur la planète. Pour ne vous donner qu'un chiffre, et c'est le seul dont je dispose, en France, par exemple, il y a 400 000 chiens et chats qui sont abandonnés au cours de l'année. Alors pourquoi on arrive à de telles situations? Tout simplement, le départ se fait mal. Quand on va pour adopter un animal de compagnie, que ce soit un chiot ou un chaton, on a l'impression que c'est un petit jouet. Pour agrémenter un petit peu. Pour faire plaisir à un bambin qui a 4-5 ans, par exemple. Et voilà, donc répondre à un besoin comme ça, assez particulier. Sauf que les gens ne prennent pas conscience que ça devient un membre de la famille. Et qui dit membre de la famille dit une grande responsabilité, que ce soit du plus petit qui l'a adopté aux parents qui l'ont ramené. Hein. Donc c'est un faux départ déjà. Donc des gens. Voilà, parce qu'une fois la curiosité assouvie, on a tendance à le mettre de côté et à ne plus le mettre de côté dans des départs de vacances qui me parce que prenons l'avion ou un transport rapide qui devient par moments inaccessible, ou alors rendre visite à des familles plus ou moins lointaines, qui n'acceptent pas la présence d'animaux, etc. Donc, dans des petits conflits comme ça, la seule issue pour eux, pour ne pas perdre les bénéfices de ces vacances, c'est carrément de jeter l'animal. Oui. Alors, jeter l'animal, c'est terrible. C'est triste. Pourquoi c'est triste? Parce qu'il a deux destinées. Soit il est euthanasié, on ne peut pas dire dans des conditions parfois atroces, voire même incinérées, pardon de le dire ainsi, soit une chance sur quelques centaines de milliers de probabilités adoptée par d'autres personnes, ce qui est relativement rare. Donc on arrive à des situations, j'allais dire, incongrues,
qui pénalise fortement cet animal de compagnie. Autant le laisser tranquille. Hein. Sans parler, parce que vous êtes connaisseur en la matière, les animaux s'attachent à leur maître. C'est réciproque. Ils développent énormément d'affectivité. Totalement, et pour vous donner plein d'exemples, vous savez, quand vous avez un animal de compagnie auquel vous êtes attaché dans les deux sens, hein, c'est-à-dire le chien-chat et l'enfant ou l'humain, quand vous vous absentez juste pour votre travail, hein, c'est-à-dire les quelques heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, il se met dans un petit coin. Il peut même se laisser mourir, c'est-à-dire que si vous tardez à revenir, on connaît plein de cas comme ça d'animaux de compagnie qui se laissent mourir. Qui dépriment complètement, effectivement. Absolument, ils sont tellement attachés, je pense qu'ils développent plus de sensibilité que l'humain lui-même. C'est incroyable. Je ne vous dirai pas des cas de certains animaux abandonnés dans la nature et qui reviennent à leur point de départ. Absolument, qui mettent des journées et qui parcourent des distances incroyables. Ça fait l'objet de films. Je vais rajouter juste un petit point comme ça dans ces histoires d'adoption. On a tendance à croire que les gens qui élèvent comme ça ces animaux de compagnie sont des gens en manque d'affection. Eh bien, c'est tout l'inverse. Des études très sérieuses qui ont été menées sur de longues périodes ont prouvé tout l'inverse. C'est les gens qui ont un excès de gentillesse, de bonté, etc., qui prennent soin des animaux. Et si vous faites votre petite enquête, vous allez voir qu'autour de vous, c'est des familles nombreuses qui ont le chat, qui ont le chien, etc. etc. Absolument. Oui, c'est incroyable. Et puis, il y a une autre image qui revient un petit peu à la mode. Nous, on se rappelle toujours, du moins de ma génération, la grand-mère avait toujours un petit chat autour d'elle. Oui, quelque part. Sans qu'elle entretienne des rapports exagérés. Fusionnels, on dira comme maintenant. Il est là, il fait partie du décor, etc. Il mange à l'heure comme nous. Il mange comme nous, tam, etc. Bon, j'exagère, mais c'est un membre de la famille. Et je pense que si on part de ce postulat, de ce point, on aurait compris l'essentiel de l'adoption. C'est un membre de la famille. Donc, lui accorder l'intérêt qu'il lui faut, il vous le rend très très bien. Vous avez bien commencé en disant que grande fidélité. Un tout petit rectificatif, il n'y a pas que le chien. Oui, le chat aussi. Mais sauf que le chat est un peu différent du chien dans la mesure où il choisit son maître. Alors justement, c'est deux comportements différents. Oui. Mais pas pour autant, négatifs. Non. Alors, il faut savoir que le chien, il a beaucoup plus une expression vocale. Ses aboiements de différentes tonalités, sonorités, etc. etc. Le chat, non. Il a plutôt un comportement corporel. Lui, il communique avec vous par une gestuelle. Quand il a faim, quand il a besoin de caresses, il se met etc. Il bouge le dos, etc., etc. Donc, c'est des comportements différents. Première chose. Deuxième chose, le chat, il a une particularité, c'est qu'il est non pas solitaire, mais il a un comportement où il développe une responsabilité très particulière, différemment du... Un peu plus autonome, on dira. Ils sont autonomes, ils vivent leur vie. Très bien, ils sont autonomes, alors que le chien, c'est plutôt un animal de meute. Oui. Il est beaucoup plus expressif quand il est en meute. C'est des grandes différences. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas le même capital bonté, gentillesse, sentiment, etc. Hein. Très bien. Ce qui implique de notre part une responsabilité vis-à-vis d'eux, un entretien. Complètement. Il faut vraiment prendre soin de leur santé, de leur sensibilité aussi pendant cette période de vacances ou tout au long de l'année, je dirais. Absolument. C'est pour ça que je réinsiste, un membre de la famille. Faites comme si vous avez un enfant qui pousse, vous devez l'entretenir dans les meilleures conditions d'hygiène, que ce soit alimentaire, environnementale, etc., de ses vaccins, c'est important quand même, la vaccination. Exactement la même chose avec un animal de compagnie. Il a besoin d'hygiène. Beaucoup de gens pensent que, surtout pour les chiens, qu'en donnant des déchets comme ça de nourriture, ils vont vous les transformer en chiots, en corpulents. Faux. Si vous lui donnez des déchets, il vous les rendra en maladie, par exemple. Donc, c'est pratiquement la même situation qu'un humain.
Si vous entretenez bien votre famille, il faudrait obligatoirement, si vous prenez la responsabilité, une nourriture appropriée, qui puisse vraiment permettre un bon développement. Oui, et là vous citez un truc très important, c'est cette période qui est particulière. Il faudrait peut-être ouvrir la grande parenthèse et avertir nos concitoyens en leur disant que l'été est une saison à haut risque. Pourquoi? Et notamment ces derniers temps avec les canicules, tout peut se détériorer. Si habituellement on lui donnait à cet animal de compagnie, qu'il soit chiot ou chaton, son bol d'eau, son bol d'aliments, vous n'avez pas intérêt à le garder longtemps. Oui. En hiver, vous pouvez le laisser toute la journée, ça ne pose aucun problème. Mais en été, non. Dès que l'animal a fini, hop, il faudra retirer ce bol d'eau et cet aliment parce que ça va se détériorer. En se détériorant, ça fait des bouillons de culture et ça peut contaminer non seulement l'animal, mais parfois il peut y avoir un risque. Et je vais vous citer un cas particulier de risque, notamment avec le chat. Oui. Le chat, on a particulièrement une maladie qu'on appelle la toxoplasmose, qui peut contaminer particulièrement la femme enceinte. Il y a presque zéro danger pour le reste de la famille, mais particulièrement pour la femme enceinte, parce qu'il y a un risque d'avortement. Encore que, ce n'est pas le chat qui devrait être incriminé directement. S'il est sous contrôle médical, c'est-à-dire une visite périodique chez un vétérinaire, aucun problème. Et il y a le problème, il se situe dans son hygiène, dans sa litière. Si on prend le soin de mettre des gants, zéro danger. Mais si on travaille à main nue, il y a des risques de contamination avec des œufs, etc., particulièrement chez la femme enceinte. C'est une des grandes exigences, enfin des grands problèmes auxquels il faudrait s'y attarder. Mais sinon, le reste, on accorde dans l'hygiène. Justement, on parlait de l'aspect parasitologique, justement, docteur Tricky. Donc, vous êtes bien placé en qualité de spécialiste en parasitologie animalière pour nous dire à quel moment il faut vermifuger en été. Est-ce qu'il est recommandé de le faire Très, très bien. Bon, d'abord, il y a un premier principe, c'est qu'il faut maintenir le cap d'abord d'une visite, au moins une visite annuelle chez un vétérinaire pour la prévention des maladies en général. Très bien. Dans ces maladies, vous allez trouver en premier chef les maladies parasitaires. Pourquoi les maladies parasitaires? Les maladies parasitaires reflètent le niveau d'hygiène. Quand on est dans une hygiène rigoureuse, les maladies parasitaires sont pratiquement absentes. Il pourrait y avoir quelques maladies dites microbiennes. Donc c'est le niveau d'hygiène. Deuxièmement, en plus de cette visite, c'est vrai qu'il y a une saisonnalité dans l'apparition des maladies parasitaires. Les belles saisons de guillemets, c'est-à-dire du printemps à l'été, c'est là où vont pulluler par exemple les ectoparasites. C'est comme les tiques qu'on appelle communément le grad b'larbiya, c'est le gmal, les poux, les puces sont très fréquentes, etc. Alors dans ce cas très particulier, à la belle saison, on y est, on était, etc., c'est le cas plutôt des animaux qui sortent à l'extérieur. Mais si les animaux sont maintenus à la maison, on les laisse tranquilles. Ou là, si on habite dans une villa où il y a un jardin, là, il faudrait faire attention. Ça reviendrait au même que de les sortir, en forêt, etc. Dans ce cas, dès qu'on sort ces animaux, pour n'importe quelle raison, une promenade par exemple, là, au retour, il faudrait examiner minutieusement son animal. Comment faire examiner sa robe, c'est-à-dire son pelage. Comment l'examiner? Pas dans le sens du poil, mais à rebrousse-poil. Parce que c'est là où vous mettrez éventuellement en évidence ces ectoparasites qui ont pu s'accrocher, et particulièrement les tiques. Qui constituent des excroissances comme ça qu'on peut repérer facilement. Absolument, même à l'expérience, sans même voir, au toucher, on s'en rend compte qu'il y a une petite boule, et généralement c'est des tiques qui viennent s'accrocher. Donc, c'est la saison qui s'y prête le plus, il y a un grand danger. Et particulièrement pour les animaux qui sortent. Inversement, si les animaux restent à la maison, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. C'est comme un humain. On ne va pas s'amuser à aller déparasiter son enfant chaque 2-3 mois. Non, c'est complètement ridicule. Donc dans ce cas-là, il faut faire très attention. Et j'insiste sur 2 points. Le premier point, les puces, elles sont très fréquentes. Alors les puces, elles ont cette particularité de 1, de se nourrir de sang, de 2, de transmettre un ténia, qu'on appelle le dipylidium, etc. Et puis 3, ça peut provoquer des allergies chez l'animal. Et des allergies
qui touche l'esthétique de l'animal, c'est-à-dire il va y avoir des zones dépilées, l'animal va être dans une situation qui me Dans ce cas-là, Oui. malheureusement, ce qui arrive, c'est que psychologiquement, il peut y avoir rejet de la famille. D'accord. Quand un animal, pardon du Oui, terme, oui, là, il peut être rejeté. Oui. C'est dommage, ça devient complètement ridicule. Donc, il faut faire très attention aux puces. Alors, la puce, on peut s'en rendre compte, c'est un animal qui est, bon, bien que Minuscule, petit, mais- minuscule, il est visible à l'œil nu, sauf qu'il bouge énormément. Il dérange l'animal. Énormément, il ne s'arrête pas de se gratter. Deuxième point sur lequel je voudrais insister concernant les ectoparasites, c'est les tiques. C'est les plus grands, comment dirais-je, spoliateurs de sang, et en plus, ils transmettent des maladies, et particulièrement une maladie commune à l'homme et à l'animal qu'on appelle la maladie de Lyme. C'est une maladie handicapante qui est assez méchante chez l'humain. Voilà donc en gros les grands risques parasitaires. Sinon, dans le reste de l'année, si l'animal venait à être en contact avec d'autres animaux, à ce moment-là, il faut vermifuger. Il est conseillé vérifier, de vermifuger une fois dans l'année, ça suffirait Ça suffit largement contre les largement. parasites internes et externes. Excellent. Donc, Ouais. merci infiniment. Hein. On en a appris des choses avec vous, Inch'Allah, hein, oui, docteur. oui, Donc, professeur Rachid Fiki Yamani, merci infiniment pour cet éclairage. c'est avec Et plaisir. j'imagine que vous-même, vous aimez beaucoup les animaux pour avoir oui. choisi ce Oui, métier. oui, pour faire un tel métier. La médecine vétérinaire n'est pas seulement un métier, c'est de l'art. Mhm. Et qui parle d'art parle de passion. C'est pour ça que j'en parle avec passion. Absolument, on l'a bien senti et on Oui. salue à travers votre expérience et celle de personnes passionnées par les animaux, toutes ces âmes charitables qui aident au Absolument. quotidien ces animaux errants, ces animaux abandonnés. Ah oui, Bravo ah pour oui. ce qu'elles font, donc ces petites Absolument. C'est un associations plus et ces qu'ils groupes donnent. qui Oui. sont sur les réseaux et sur la toile et qui aident énormément les animaux et qui aussi permettent la sensibilisation Oui. à cet effet. Merci infiniment. C'est avec plaisir. Et merci à tous ceux qui sont avec nous depuis ce matin. Nous allons cette fois-ci développer un autre sujet. Nous allons vous offrir une virée avec une collègue qui s'est rapprochée d'une embarcation qui a toute une histoire et qui a servi de décor de film, de décor aussi pour des clips d'icônes de la chanson algérienne. Il s'agit donc de cette embarcation découverte par Samira Hadjamar qui nous en dresse un petit portrait. C'est parti. Taille 16 mètres, prénom Mahamar II, origine finlandaise, né en 1968. Il s'agit là de l'un des plus vieux chalutiers en activité en Algérie, un héritage de père en fils. C'est un bateau finlandais. Il a été acheté en Suède en 1976, entre l'Algérie. C'est mon père qui a ramené ce bateau. C'est une histoire de famille, mais aussi de cinéma, puisque Ma'ammar a servi au tournage du téléfilm Sahaya Dahmen, réalisé en 1980. Le film là, il a fait un film avec les acteurs algériens, avec Boujmal Anqis, El Badji, Dahma El Harrachi. C'est le film de Dahma El Harrachi, c'est lui l'acteur qui a fait ce film-là. Même il était le Hachmi Grouabi, qui était à bord dans ce bateau-là. ما يصبرش وقلبه حاير ما يهلاش وعقله طاير خلى اهله في الجزائر ما صفكاش دنيا. Sa particularité, Ma'ammar II exige beaucoup de soins et d'attention. C'est son propriétaire, Cheib Atman, patron pêcheur, qui le dit. Unique في l'Algérie هنايا. Il est construit en fer et en bois et en bronze. Mais on a toujours des problèmes. C'est un ancien bateau. Mais le problème, les réparations d'Yalo, ça coûte très cher. Mais on voudrait réparer ce bateau-là. Mais ça coûte. On ne peut pas les réparer complètement. Ça coûte le bois, ça coûte le fer. Même les réparations d'Yalo, ça coûte très cher. Par heure, ça coûte très cher.
Et pourtant, c'est le patron pêcheur qui s'est résigné à mettre en retraite Mohamed II. Le vieux chalutier de 52 ans finira peut-être ses jours sur cale au chantier naval de l'Ecorep, ou bien aura-t-il une seconde vie au musée de la Marine pour le plus grand plaisir du public amateur. L'Ecorep, elle peut prendre la coupe Théo, la coque Théo, elle peut prendre les membrines Théo. Ils vont fabriquer des autres bateaux comme celui-là. Parce que c'est des bateaux solides, c'est des bateaux à les hautes mers. Ils ont fait pour eux, à les hautes mers. Nous, dans la Méditerranée, on ne demande pas les grands bateaux, parce que nous avons une grande mer. Mais ils ont une grande mer. La moitié du bateau, elle est en bas, au-dessous de l'eau. L'Ecorep, تساعدهم، الميزي يساعدوا. يعطيوني ان كوك نعطيهم كادو. Voilà, ravi de vous retrouver encore dans Brise d'été, mesdames, messieurs. J'espère que vous avez apprécié cette présentation de cette embarcation Ma'mar, une embarcation qui est devenue mythique dans les milieux des pêcheurs. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ces milieux marins avec un passionné d'océanographie. Il s'agit en l'occurrence de notre ami Hamza Bendil qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour, madame. Ravi de vous retrouver ce matin. Vous êtes doctorant, chercheur justement dans le domaine de l'océanographie. Vous vous intéressez à des prédateurs qu'on redoute en général en milieu marin. Le requin en l'occurrence. Exactement. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux requins en particulier? J'ai fait des études en océanographie au départ. Après, de fil en aiguille, j'ai vu que je développais un certain intérêt pour cette espèce ou ce groupe d'espèces et par la suite, je me suis retrouvé en fin de cursus. Vous avez vu les dents de la mer sûrement, hein, oui, un jour. Oui, et il y a bien longtemps, mais je préfère ne plus le revoir actuellement. D'accord, c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant par rapport au message que ça renvoie aussi. Et après, en fin de cycle, c'est-à-dire par rapport à ma thèse de doctorat, j'ai eu le plaisir de pouvoir faire un sujet de recherche sur l'éthologie des requins, l'étude comportementale des requins. Qui ne sont pas toujours agressifs, il faut le reconnaître. C'est-à-dire certaines espèces qu'on sont dans des réserves naturelles sont mises en relief pour aussi le rapport, enfin pour leur vie paisible aussi. Ce sont des animaux assez paisibles dans certaines régions. Exactement. Je vais paraître un peu rabat-joie. Je l'ai dit il y a une vingtaine de jours sur votre plateau aussi. Mais les requins, ils ont leur monde. Et c'est leur monde à eux. Donc dans leur monde, ils sont plus ou moins, c'est-à-dire ils ont un certain comportement agressif en tant que prédateurs, etc. Mais par rapport à l'homme qui est externe à leur monde, c'est très très rare. C'est vraiment rare. Et c'est l'un des sujets dont on va parler aujourd'hui par rapport à faire la relativité entre, on va essayer de voir par rapport à d'autres espèces, qui est le plus dangereux, etc. Mais ça reste des espèces qui sont quand même sauvages. Donc il faut garder à l'esprit qu'il ne faut pas trop essayer de s'amuser avec, il faut garder ses distances avec un requin, même s'il est bénin. Essayer de maintenir le plus de distance possible. Donc ce n'est pas des espèces qu'on va caresser, qu'on va s'amuser, donc il faut vraiment c'est-à-dire répéter encore cette notion, ne pas confondre entre distant et un animal qui n'est pas agressif, forcément, et essayer d'aller le voir, de le caresser, de le toucher, etc. Il ne faut pas confondre. D'accord. En tout cas, voilà, il faudrait peut-être rappeler aux téléspectateurs ce matin que les requins ne sont pas des animaux qui se rapprochent du rivage. En général, ils vivent loin du rivage. Donc, oui, ils peuvent accidentellement peut-être aboutir près d'une plage ou près je sais pas, d'une crique quelque part, mais ce n'est pas quelque chose de très fréquent. C'est isolé. C'est des cas vraiment isolés. C'est des cas de perturbation. Si l'animal a peut-être... c'est-à-dire des fois que ça arrive peut-être très tard la nuit, très tôt le matin. L'espèce essaye de se rapprocher parce qu'il y a une source de nourriture ou quand ils sont à la recherche de nourriture, etc. Mais c'est très très rare. C'est très rare ou c'est dans le cas d'échouage. Très bien. Là par contre, l'image nous montre, voilà, mon ennemi, ma bête noire, la méduse. C'est bien ça. Exactement. C'est ma bête noire quand je suis en bord de mer. Il m'arrive souvent de croiser des méduses et elles ne me ratent jamais.
C'est incroyable. Je pense que c'est notre bête noire à tous. Moi, personnellement, ça me fait plus peur que les requins. C'est surtout par rapport aux cicatrices qu'elle peut laisser, etc. Et c'est particulièrement la phobie de beaucoup de baigneurs, surtout la saison estivale, malgré qu'elle est, on va dire, présente plus ou moins toute l'année dans les eaux pratiquement mondiales et même algériennes. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, vous connaissez mieux que moi cet aspect, donc il me semble que les méduses sont beaucoup plus présentes au mois de septembre. On les voit beaucoup plus quand ça se rafraîchit un petit peu, non? Exactement. Il y a, on va dire, pour ne pas être trop technique, il y a des cycles de présence et le cycle est influencé en partie par la température de l'eau de mer, par les mouvements des courants, etc. Donc, quand il y a un réchauffement, on a une apparition et une stagnation des eaux et une apparition de méduses. Mais quand il y a du mouvement et des eaux qui sont un peu plus fraîches, il y a aussi une forme d'apparition, mais qui est plus éphémère. D'accord. Donc, ça diffère d'une saison à une autre. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où on a ce qu'on appelle un pic ou un bloom. J'ai vécu le bloom l'été dernier, c'était en plein mois d'août et elles étaient présentes sur une plage et vraiment en quantité importante au point où les personnes se sont mises à les ramasser comme ça. Ah, pour les méduses, je ne vais pas faire pareil. Avec des palmes. Exactement. Pour les méduses, je ne vais pas faire, je vais pas essayer de les dédouaner comme je fais pour les requins. C'est vraiment un cas à part, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. C'est quelque chose qu'il faut pas. Il faut éviter le contact avec une méduse. Même une méduse qui se retrouve échouée, on va dire morte, carrément, reste urticante. Les cellules urticantes restent actives, même après échouage. D'accord. Donc il ne faut pas essayer de porter. Ça à main. Voilà, essayer de toucher les tentacules, etc. Et c'est assez impressionnant de voir que ça peut durer. Ça peut durer. Ça brûle. Hein, pour le contact, oui. Pour le contact, ça brûle. Je vous promets que ça brûle. J'ai déjà testé le truc. Oui. Donc voilà, pour ce qui relève des méduses, on vient de voir aussi à l'image. Ça, c'est un cas qu'il faut signaler. C'est pas une méduse. Ça s'apparente à une méduse. On va dire que c'est une cousine des méduses. C'est plus un siphonophore. On va dire. On en trouve sur nos rivages? Très rarement. Oui. Mais ça, c'est très dangereux. Donc quand on en voit, c'est très rare, mais quand on en voit, il ne faut pas le toucher. C'est plus, on va dire, plus virulent, plus agressif qu'une méduse. Parce que la cellule urticante reste plusieurs jours, l'irritation reste plusieurs jours, ça peut être même très dangereux où il faut aller à l'hôpital. Donc ça, on l'a vu, c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est le sujet pour lequel j'ai été envoyé par le Probiome pour toujours parler de ces espèces méconnues qui peuvent être des espèces à risque oui. Pour moi, je vais essayer de me retrouver à défendre toutes les espèces méchantes du monde sur votre plateau. Oui, apparemment. Je vais me faire détester par les Algériens. Non, mais ça, il faut éviter. Oui. Ça, il faut vraiment éviter. Il ne faut pas essayer de toucher quand il n'y a pas de spécialiste à côté, quand il n'y a pas une personne qui connaît, etc. Il faut éviter. On appelle ça la galère portugaise. D'accord, c'est celle-là la galère portugaise. La galère portugaise, exactement. Ça, c'est assez dangereux. Elle est très belle, elle est attirante, mais il faut éviter. En général, en Algérie, on la trouve échouée. Donc, pour vous dire que c'est très rare, c'est-à-dire que c'est une petite période, on la retrouve échouée, etc. Et qu'en est-il justement des requins? Y en a-t-il vraiment de ce côté-ci de la Méditerranée? Il y en a. Les requins, ça peut aller de 20 cm à 3 mètres. Hein. Donc, c'est les requins qu'on croise généralement sur les étalages, quand on va acheter du poisson, etc. Malheureusement, parce que certaines espèces sont assez rares, assez menacées. D'ailleurs, au sein du Probiome, du projet Greba aussi, le projet Grand Requin du bassin algérien, on essaye d'un peu de démystifier le mythe requin, de le rendre plus compréhensible et d'essayer de... En Algérie, on les appelle les chiens de mer. Ça veut dire qu'on les connaît depuis longtemps. Mais derrière, il y a une certaine méconnaissance, une certaine, on va dire, appréhension. Mais les requins, on les retrouve, c'est-à-dire des espèces qui font ça. Tout petits, les pauvres. Toutes petites. Mais il y a des requins qui font 3 mètres, qui sont très, très, très difficiles à voir, parce qu'on cherche à les voir de notre côté. Mais c'est difficile, donc pour vous dire. Encore faudrait-il les reconnaître, hein. C'est pas évident. Il y a, on va dire,
une quarantaine d'espèces, peut-être beaucoup moins, entre 30 et 40 espèces, parce que ça diffère selon les périodes et les décennies, parce qu'il y a des espèces qu'on ne voit plus, des espèces qu'on voit plus souvent, etc. Mais pour les reconnaître, c'est assez facile. Il y a des clés d'identification pour le grand public aussi. Ça serait bien de s'y intéresser, parce qu'une fois qu'on s'y intéresse, on n'a plus cette appréhension vraiment maladive, où on se dit « Ah, le requin, ça veut dire ça égale danger forcément ». Donc on a plus de... Mais moi, je suis triste qu'il n'y ait plus cet espace. Avant, il y avait un grand aquarium du côté d'Alger. Bousmaïl. Justement, Bousmaïl. Il était magnifique cet aquarium, et je rêve de le revoir revivre avec toutes ces belles espèces qui aideraient justement à la sensibilisation. Oui, forcément. Voilà, il aiderait à la sensibilisation, à une meilleure connaissance de cette faune marine. Et quand on connaît, on craint moins. Exactement, quand on connaît, on craint moins, mais aussi on protège, parce qu'on connaît la valeur des espèces. Et moi, personnellement, j'ai jamais vu je pense que j'étais ou très jeune, ou c'était bien avant que je puisse le visiter. Mais c'est un aquarium qui a eu le rôle de faire connaître à plusieurs générations, plusieurs espèces, les tortues marines, certaines espèces de poissons, même des espèces de poissons d'eau douce, etc. Personnellement, c'est bien d'avoir un aquarium, mais pas pour les grandes espèces, les grands individus, etc., parce que ça reste très, très, très nocif pour eux en tant qu'individus. Oui. C'est pénible. Oui. Ils sont voilà, c'est des petits espaces, etc. Donc, vous avez vu ce qui se passe pour les orques qui sont en captivité. Oui. Voilà. Donc, il vaut mieux éviter. Pour certaines espèces, petits individus, etc., c'est très bien pour la pédagogie des enfants, pour les écoles, etc. C'est parfait. D'ailleurs, pour faire l'analogie entre le requin, revenir sur le requin, c'est-à-dire essayer d'inculquer à partir d'un très jeune âge certaines notions, certains réflexes par rapport à la méduse, par rapport à d'autres espèces qu'on rencontre, les oursins par exemple. On a vu justement une image d'oursin tout à l'heure. Qu'on rencontre sur les plages, etc. On a plus de savoir. Et quand on sait se comporter. On connaît ce qu'on appelle, nous, la conduite à tenir. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire. Il ne faut surtout pas marcher dessus. Pas du tout. Il faut éviter. Toujours de mettre des pour les oursins de plage. Ah oui, les oursins, c'est une action plus mécanique parce qu'il y a un contact avec les épines, etc. Et comment, de quelle manière peut-on protéger cette espèce en particulier? Les oursins. Qui n'est pas vraiment une espèce à risque. Ce n'est pas du tout. À part les petites piqûres dues aux épines. C'est pour ça que je dis bien que c'est une réaction mécanique. C'est-à-dire que ce n'est pas une agressivité active, mais c'est une agressivité qui est passive. C'est-à-dire que c'est nous qui allons en contact. Pour nous, il faut éviter les zones d'articulation. Il faut éviter de marcher dessus. Et pour les espèces de requins, il faut éviter vraiment de les prélever. Ou requins? Pardon, les oursins. Pardon, c'est le lapsus révélateur. Mais pour les espèces d'oursins, il faut éviter de les prélever à grande quantité. Oui. Pour certaines espèces, certains individus, certaines espèces, elles sont comestibles. C'est bien d'en avoir, d'essayer de les manger, etc. Mais parce que c'est pas de l'ornement, ça ne survit pas, ça survit 24 heures, 48 heures. Ça ne maintient pas le même état. Après, l'état se dégrade. Donc, beaucoup de personnes essayent de les prendre à la maison pour essayer de les garder. Il faut vraiment consommer sur place. Voilà, consommer ou laisser en mer. Avoir un petit peu de citron quelque part dans sa glacière. Exactement. La consommation raisonnable et modérée n'a jamais fait de mal. Oui. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Il ne faut pas essayer. Je pense que certains pêcheurs pédestres à pied essayent de prélever des oursins pour les revendre, etc. C'est tout à fait normal. Ça se fait dans certains pays, ça se fait dans certaines régions d'Algérie. Il y a certains programmes d'exploitation raisonnés qui sont, on va dire, avec une certaine gestion intégrée. Ça peut se faire. Mais pour nous, c'est-à-dire qu'ils vont à la plage juste pendant une petite période, vaut mieux éviter de trop en prendre. Oui, idem pour les crabes, les pauvres. Exactement, voilà. Les crabes, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'en rapprocher. Certaines personnes téméraires aiment bien. Oui, mais ça court très vite, ça se cache. C'est pas facile à attraper. C'est pas facile à attraper, mais on voit certaines personnes qui s'amusent à essayer de les attraper, etc. Mais ils ne sont pas vraiment... Voilà, vous qui êtes plongeur, vous croisez souvent des poulpes. Et qu'en est-il justement des poulpes quand on est justement près des rochers
Est-ce que voilà, c'est dangereux? Non, du tout. Ça constitue un risque, pas? Du tout, du tout. C'est plus, on va dire, effrayant. Est-ce qu'il attaque le Pour dire pieuvre, zéro, non, mais son attaque, elle est plus ou moins drôle. Donc, pour nous, plongeurs, quand on voit un poulpe qui se déplace, qui essaye de prendre de l'ampleur pour faire peur, c'est très agréable à voir. Le poulpe, il est très intelligent, donc il ne va pas aller dans un contact où il est perdant. Donc, c'est une espèce qui est assez... qui aura tendance plus à fuir. À fuir, à éviter, à essayer de... Il a une excellente capacité, on va dire vulgairement, de camouflage pour le confondre avec le milieu dans lequel il est. Donc, il essaye de se cacher, etc. Mais moi, personnellement, je le souhaite aux gens de le voir. C'est-à-dire les gens qui font du PMT, pas le même masque tuba, avec un petit masque. Les plongeurs cherchent des poulpes. Quand on est en pleine plongée, on essaye de les voir, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de danger de ce côté-là. Personnellement, je conseille vivement aux gens d'essayer de s'informer à l'avance par rapport à tout ce qui est faune marine, flore marine aussi. Mais après, une fois sur place, quand on voit quelque chose, il faut apprécier le moment, essayer de se retirer si on a peur, mais essayer d'apprécier le moment. Il ne faut pas essayer de paniquer, il ne faut pas essayer de faire de gestes brusques. Parce que si on fait un geste, le poulpe, il va partir. Il ne va rien faire, mais il va partir. On n'aura pas ce plaisir d'essayer de l'observer. Des fois même à pied, hein. C'est-à-dire sur le rivage, le matin ou tard le soir. Sur 20 cm d'eau, on peut les voir, hein, les poulpes, en train de se déplacer. On peut croiser quelques spécimens, j'imagine. Exactement. Ça fait votre bonheur, j'imagine, en tant qu'océanographe et en tant que plongeur. Exactement. Oui. Quand on voit de la vie, ça nous fait plaisir. Hein. Oui. Quand on plonge et on voit que c'est vivant, que ça bouge, que ça poisonne en vie, ça fait plaisir. La mer, c'est plein de vie. C'est une faune, c'est une flore absolument à préserver. Et à ne pas craindre, effectivement. Exactement, il faut essayer de maintenir ça, il faut essayer de préserver notre mer pour les prochaines générations, pour nous, pour notre plaisir, et essayer de laisser l'empreinte essayer de réduire son empreinte sur la mer, qu'on soit estivant, qu'on soit vacancier, pêcheur, océanographe, chercheur même. On doit vraiment essayer de s'assurer que notre passage est le plus léger sur cet écosystème que possible. Absolument, on souhaite vraiment que cette mer Méditerranée apporte toujours du plaisir à tous ces estivants et toutes ces personnes qui investissent les rivages et les côtes si belles de cette belle, grande, bleue Méditerranée. Merci infiniment. Donc, Hamza Mendil, je vous souhaite de passer d'excellentes vacances. Vous aussi. Et voilà, je vous souhaite de ficeler donc, cette thématique autour des requins le plus vite possible, Inch'Allah, promptement. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir. On a été aussi ravis de vous servir ce matin, de vous accompagner. J'espère que vous avez apprécié ces thématiques et qu'elles vous auront apporté quelques éclairages utiles pour votre saison estivale. Merci infiniment. Je vous souhaite de passer d'agréables moments et de profiter du beau temps autant que possible, tant que vous êtes en vacances. À très bientôt.